Good morning, everyone. Well, that is a... Bonjour, quel silence. Est-ce que vous n'avez pas pris votre petit déjeuner? Ou bien on s'est trop amusé lors du dîner de Galaya. Bonjour, c'est mieux maintenant. Merci beaucoup d'être arrivé pour la première session de cette journée. On va parler des défis sur le financement mixte. Comment est-ce qu'on peut mobiliser ces financements, les structurer et les débloquer. Il y a un déficit de près de 1 milliard de déficit sur le continent africain de l'or au sud, de l'ouest à l'ouest. On a besoin de capitaux autant qu'on peut les trouver, où les trouver, à quel coût et comment les déployer. Nous allons examiner ces questions de manière détaillée avec mes panélistes dans quelques instants. Maintenant, pour planter le décor, je vais demander à M. Vedved de la SFI. Bonjour tout le monde. Pendant que nous attendons la projection, je suis Debev, représentant la SFI Recherche, département de recherche d'économie politique, et je fais partie également du travail qui est fait au niveau du département de recherche politique. Je travaille en étroite collaboration avec mes collègues qui travaillent sur la question de financement mixte. Je vais commencer quelques idées sur l'architecture de financement mixte pour planter le décor pour cette discussion intéressante avec les panélistes qui viendront plus tard. C'est quoi le financement mixte? On va commencer avec les fondamentaux. Quand on parle de financement mixte, nous parlons de cet ensemble qui rassemble les financements concessionnels qui sont fournis par le partenaire au développement avec le financement commercial, avec les DFIs, y compris la SFI et d'autres co-investisseurs. Alors, depuis 2010, au cours des 12 dernières années, j'ai vu ensemble avec la SFI près de 17,2 milliards de dollars que nous avons levés de financement mixte, comme vous le voir à l'écran. Ceci que nous avons reçu de la part des capitaux, des tiers, ça fait 7,7 milliards, 9,5 sur les ressources. Et les 3, c'est les éléments concessionnels. Tout ceci pris en compte pour constituer l'ensemble du package de financement mixte, comme vous le voyez ici, c'est le taux concessionnel. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes. Nous allons aborder un tout petit peu ces questions, mais l'idée ici, c'est que le financement mixte, c'est un instrument pour soutenir les projets à fort revenu qui ne pourront recevoir de financement sur des termes commerciaux. Pour la SFI, c'est pour nous un grand changement en termes de disponibilité de financement mixte. Cela a été ce qu'on appelle les guichets du secteur privé, soit des associations de développement. C'est une grande partie de l'argent qui est donné par le groupe de la Banque mondiale pour les pays à moins revenus. Et également, en 2017, l'année fiscale, la grande décision, c'est de pouvoir rendre ces fonds également disponibles, non seulement pour prêter au gouvernement, mais à être utilisés comme faisant partie du package de financement mixte au bénéfice du secteur privé. Nous avons pu mettre à échelle notre engagement de financement mixte du moyen de 100 millions de dollars par an en 2012-2017 à près de 500 millions de dollars par an en 2018, en 2022. Alors, c'était une grande innovation pour nous en ce qui concerne la SFI, la capacité à mobiliser le financement mixte, ce qui nous a permis de pouvoir entrer dans les contextes des pays fragiles à faire revenu et voir les domaines qui sont liés à la santé, les gens, les PME, le climat, qui ne pourront pas lever des financements sur des termes commerciaux. Alors, quels sont les principes qui sous-tendent l'utilisation du financement mixte? Ici, nous avons 5 choses à prendre en compte. La raison et également la raison économique. Il doit y avoir des conditionnalités quand vous utilisez le financement
mixte, ce n'est pas un instrument juste pour pouvoir réduire le coût de financement. Sinon, cela peut être utilisé partout. Mais comment est-ce que nous utilisons le financement de manière stratégique dans le contexte actuel où nous avons de plus en plus de besoins? La disponibilité du financement est réduite. Alors, ce principe directeur est essentiel pour nous orienter, pour voir où est-ce que c'est approprié, le financement mixte. Il faut voir bien, la raison qui sous-tend cela. Y a-t-il quelque chose qui ne pourrait pas se faire sans l'utilisation de financement mixte? Deuxième, c'est également le crowdfunding. Quel est le minimum de subvention, minimum de contribution pour pouvoir bien, monter un projet, bien utiliser ces ressources, les orienter pour pouvoir réaliser le projet à terme? Troisième, raison, c'est la durabilité commerciale. L'utilisation des financements mixtes, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, c'est pas juste pour pouvoir fournir bien, des subventions à long terme permanent, c'est pouvoir orienter les projets pour la durabilité commerciale. C'est de pouvoir renforcer l'idée que cela marche, dérisquer le projet à court terme et mettre en place, bien, définir un projet commercial. C'est qui est le principe. Une fois que vous réglez le problème des échecs du marché, le marché peut fonctionner. Une fois que les goulots d'étranglement sont levés et les instituts également sont levés, les choses peuvent être plus efficaces et n'auraient pas besoin d'une subvention ou bien un tel niveau de subvention. Alors, bien entendu, il y a des normes de transparence, de gouvernance d'entreprise, impact environnemental et divulgation. Et la SFI, sur la question de divulgation, toutes les informations qui portent sur l'utilisation de financement mixte, et cela, les informations sont disponibles sur nos sites web quand nous parlons des transactions de financement mixte. Alors, j'ai parlé un tout petit peu de ce continuum. Alors, si nous pensons aux interventions du secteur public purement, les investissements du gouvernement et les interventions privées, ce qui peut être financé par les entités commerciales. Vous voyez, il y a une échelle et traditionnellement, les investissements directs étrangers au niveau de la SFI, même au niveau de de nos statuts, nous devons faire des investissements commerciaux, mais nous avons compris qu'avec une fois, avec les défis auxquels le monde est confronté actuellement, on a besoin plus de nous au niveau de financement. Ce n'est pas toujours faisable de pouvoir entrer dans des engagements purement commerciaux. C'est à ce niveau où la troisième boîte rentre en jeu. Ce n'est pas complètement commercial. Donc, nous allons lever le financement mixte pour pouvoir régler un défi spécifique plus tard, permettre une entrée des financements privés durables. Alors, cela doit être utilisé en collaboration avec d'autres instruments tels que la réforme politique, renforcement de capacité, comment préparer le marché, ce que nous, au niveau de la SFI, nous appelons les interventions en amont. Alors, il y a un certain nombre d'instruments spécifiques qui sont utilisés pour la mise en œuvre de financement mixte, atténuation de risques, les garanties, les concessions, les fonds propres. Et nous avons les performances basées sur les motivations et les monnaies locales. C'est plusieurs dimensions de la définition de prix. Comment définir le prix? Nous assurer que ces financements puissent être donnés à un coût pour pouvoir voir l'exécution du projet. Comment atténuer les risques de manière, encore une fois, pour que ce projet soit viable. Comment structurer les projets et penser également à la monnaie locale, à ces instruments. C'est à ce niveau où il est important de rappeler que la grande majorité des financements mixtes, ces instruments, je veux dire, y compris une grande partie des instruments que la SFI utilise, y compris que ce soit le guichet du secteur privé dont j'ai parlé un peu plus tôt, voilà, c'est des capitaux qui génèrent des retours, sur le capital pour les contributeurs régionaux de ces capitaux. Mais dans certaines situations, il y a des opportunités d'utiliser également le risque, d'utiliser les capitaux, les instruments tels que les motivations basées sur la performance et d'autres éléments qui peuvent également réduire le niveau de risque, mais qui nécessitent également, d'une part, que nous puissions avoir un niveau plus accru de confort par les bailleurs et ceux-là
qui sont en train de fournir ces prêts concessionnels, qui puissent utiliser le capital qui est mis à leur disposition. Alors, encore une fois, l'idée c'est de trouver l'équilibre au niveau des trois dimensions de transaction, le risque, comment est-ce que nous pouvons amener le risque, réduire le risque au niveau des pays, au niveau des secteurs, au niveau des projets, comment est-ce que nous pouvons assurer l'adéquation et les instruments de de-risking qui sont disponibles. La question sur le retour sur investissement, comment renforcer le retour potentiel des solutions où nous avons le niveau d'incertitude élevé. Il faut penser également à ces secteurs dont j'ai parlé, là où il y a le climat, il y a d'autres transactions. Voilà ce qui exige que nous puissions avoir d'autres contributions complémentaires en termes de comment renforcer le retour et les motivations. Comment est-ce que nous pouvons mettre en éducation les motivations, plusieurs parties de la transaction pour que les choses puissent rentrer, eh bien, que les choses puissent marcher comme cela se doit. Alors, bien entendu, cela vous donne une idée aussi bien de la taille des défis en ce qui concerne la SFI, les types d'instruments qui sont disponibles là, et des réflexions qui se mènent de notre côté pour développer sur ce principe d'utilisation de financement mixte. Maintenant, je vais repasser la passion par rapport à notre modérateur pour la suite, l'édition en panel. Merci. Merci beaucoup. Denis Medvedev, directeur en charge des économies politiques et de la recherche à la SFI. Alors, il vient de planter le décor pour la discussion que nous allons commencer dans quelques instants. Nous avons des panélistes. Nous avons aussi bien ceux qui sont du côté de financement, ceux qui sont également de l'exécution de projets. Alors, si je peux demander à tous les panélistes de bien vouloir s'installer, je vais les présenter. Monsieur Tipidi Moremont, qui est le directeur chef de l'exploitation de Africa 50. C'est un fonds intéressant, va nous expliquer ce qu'ils font de manière plus détaillée. Nous avons Olivier Picard, qui est le président de Ellipse Projects, qui est également sur ce panel. Nous avons le directeur du Fonds mondial. Nous avons Claude Guibert, qui est le directeur de fonds structurés de l'Afrique subsaharienne à la Société Générale. Mesdames et messieurs, voilà les panélistes. Un banc pour les panélistes, s'il vous plaît. Permettez-moi de commencer cette discussion avec la question sur quels sont les risques. Le risque, qu'est-ce que c'est? Comment pourrons-nous évaluer le risque? Est-ce qu'il y a un déficit entre le risque perçu et le risque réel sur le terrain? Alors, Olivier, je vais commencer avec vous. Fondamentalement, vous êtes en train d'investir dans les projets sur le continent africain. Vous avez investi de l'argent sur le terrain. C'est des risques en termes de capitaux. C'est quoi le risque selon vous? C'est une très bonne question. La manière dont nous fonctionnons à Ellipse pour pouvoir construire les hôpitaux, les infrastructures également, nous faisons le préfinancement. Le préfinancement, avant toute chose, nous utilisons les fonds propres, nous utilisons également le financement de projets et également le financement de l'exportation. Alors, pour évaluer le risque, nous considérons avant toute chose, et il nous faut d'abord cibler les pays les plus appropriés, les moins risqués. C'est la première approche, c'est une micro-analyse. Nous avons discuté avec la population, surtout avec le gouvernement, nous discutons avec le ministère des Finances, afin de savoir exactement si ce projet est un projet prioritaire ou bien ce n'est pas un projet prioritaire au niveau du ministère. Et après cette étape, lorsque nous sommes tout à fait convaincus que c'est un projet important, un objectif important pour le gouvernement, nous faisons le préfinancement de toutes les études de faisabilité, les études de l'impact environnemental également et social, ce qui est onéreux dans le cadre de financement de projets. Nous organisons toutes choses, le financement et également nous mettons à disposition les fonds propres pour que le projet puisse démarrer. Alors, SPD, dans le cadre de votre activité dans Africa 50, vous devez nous expliquer. Alors, Africa 50, vous faites quoi? C'est quoi votre mandat? Comment est-ce que cela rentre dans le cadre de financement mixte? Merci, bonjour.
Africa 50, l'idée a germé pour pouvoir régler ce qu'on appelle les échecs du marché. Alors, c'est la nécessité d'accélérer le financement des infrastructures sur le continent africain. Mais ce que nous faisons est un peu différent. Nous nous focalisons sur l'aspect des fonds propres. Une grande partie des personnes qui sont ici sur le panel ont abordé la question du financement de la dette. Mais ce que nous faisons, c'est que nous amenons des projets et les transformer pour devenir des projets bancables. Le concept de bancabilité, c'est là où il y a le besoin le plus grand. Et nous assurons le financement. Avant le financement, nous devons également avoir des capitaux. Pour la croissance que nous examinons, c'est de bout en bout, des fonds propres et quasi fonds propres. Alors, quand nous avons 29 gouvernements africains à la Banque centrale, à la Banque africaine de développement, ce qui est réellement pour dire comment est-ce que nous pouvons accélérer le développement des infrastructures sur le continent africain. Et tous ces financements, est-ce que c'est en devise locale, en monnaie locale, ou bien en dollars, ou bien en euros? C'est en dollars, très souvent en dollars. Alors, le message, c'est que il y a un problème d'adéquation dans bien de cas. Il y a des projets avec des revenus au niveau de la monnaie locale. Et nous voyons ce qui se passe au cours des récentes années avec plusieurs cas où nous avons des problèmes de devises au niveau des devises et des fonds qui sont disponibles. Comment est-ce que nous pouvons avoir des financements en devises locales pour pouvoir réduire le risque de devises ou de monnaie? Denis Claude, vous êtes du côté de la banca. Nous allons partir de ce point qui vient de se lever. Est-ce qu'il y a une appétence au niveau de financement pour pouvoir prendre ces risques et investir dans un programme d'infrastructure sur le continent africain? Et si oui, c'est à quel prix donné? Merci. Je crois que l'appétence pour ces projets, ça existe. Mais quand nous parlons de risques, avec les risques de change, il peut y avoir de dépréciation de change et la convertibilité des devises également. Et également les risques de transférabilité. Alors quand nous parlons des risques qui sont liés au change et d'autres risques, nous voyons ces outils qui peuvent nous aider à atténuer ces risques. Une fois que nous allons trouver des solutions, il est possible de pouvoir faire le montage de ces transactions. J'ai travaillé pour une banque occidentale, la Bank of America, et nous avons lutté également pour avoir les risques au niveau local et les maîtriser. Donc il y a un certain nombre de solutions. Donnez-nous un exemple. Vous avez lutté pour avoir la maîtrise des risques au niveau local. Donnez-nous un exemple. Ça se traduit en quoi? Si vous voulez peut-être monter, bien construire un hôpital au Ghana, par exemple, comment est-ce que vous faites le processus d'évaluation de ces risques-là? Alors, nous travaillons pour un projet spécifique. Je peux parler de l'aspect des infrastructures. Et cette approche, de manière générale, de manière fondamentale, il faut avoir le flux de trésorerie au niveau commercial. Nous opérons, et certains des membres de l'équipe, nous travaillons au niveau de finances, au niveau mondial. Nous avons des fonds pour soutenir le remboursement des dettes et de 10 à 15 ans. Alors, l'évaluation, fondamentalement, c'est de voir le flux de trésorerie au niveau commercial qui peut générer des revenus avec le paiement, payer les intérêts et payer le principal et également le service de la dette. Et les études d'atténuation que nous avons, il faut donner des exemples, il faut voir les fonds propres avec les bailleurs et les institutions de financement. Et c'est ça qui nous aide pour pouvoir examiner comment essayer d'assurer des opportunités pour voir l'évaluation commerciale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la construction, pour les opérations, également le service de la dette, si ce n'est pas disponible, comment on peut régler la question de la devise. Mais le processus de l'évaluation de projet n'est pas aussi différente d'un continent à un autre en termes des éléments fondamentaux de base, le flux de trésorerie et la capacité de ce projet à pouvoir être durable, à pouvoir assurer également le remboursement de la dette. Oui. Nous avons de l'appétence pour les projets d'infrastructure sur le continent africain. En Afrique, nous ciblons 18 pays
Et mon équipe couvre 13 pays en Afrique subsaharienne et nous sommes impliqués dans beaucoup de projets, ce qui est essentiel dans le cadre des projets d'infrastructure, c'est que nous faisons face à des maturités de long terme, des maturités de plus de 10 ans très souvent, et ceci devient de plus en plus difficile pour les banques locales, et particulièrement lorsque nous pensons à avoir des financements en monnaie locale. Vous le savez bien que la plupart des banques ont des passifs qui sont des passifs à court terme, comme le marché de capitaux sur le continent africain et également dans les pays développés, comme en Europe. Par conséquent, fondamentalement, le financement constitue des financements à court terme. Il nous faut également financer des projets à long terme, 10 ans, 15 ans, 21 ans, et dans certains cas, et il y a également le risque de transformation également. Alors, pour pouvoir couvrir ce risque de transformation, c'est là où le financement mixte rentre en jeu. Et cela est essentiel pour nous et le partenariat que nous avons avec les institutions de développement international également pour couvrir, apporter quelques additionnalités à leurs projets. Également, nous avons également le partage de risque ou les accords de risk sharing de partage de risque. Et c'est, à mon sens, je crois que c'est là où le financement mixte, nous pouvons améliorer les produits, ce partenariat avec les IFD. Olivier, vous étiez en train de hocher la tête sérieusement quand Antonio intervenait. Est-ce que vous voulez faire un commentaire sur ce point? Je crois qu'avant toute chose, nous avons besoin de faire la distinction entre le financement de l'exportation et également le financement du projet. Je crois que dans le financement des projets, je crois que les IFD africains peuvent aider. Je crois également, les banques locales également peuvent aider plus que les banques françaises et les banques européennes. Parce que nous avons eu ces discussions avant cette rencontre. Mais je crois que les Européens, peut-être je vais choquer certaines personnes ici, mais les Européens et probablement les banques américaines ne sont pas intéressés par le financement de projets sur le continent africain parce que la taille des tickets ne sont pas importants et c'est des centaines de millions de dollars de la taille des tickets. Ce qu'il veut financer, il veut financer des 150 millions d'euros de projets. Et je crois que ici, les banques africaines, la Société Générale en Afrique peuvent bien aider dans une grande mesure. Mais on ne demande pas pareil de financer tel projet. Ils vont dire non, parce que c'est trop, cela n'est pas aussi conséquent pour le financement. Mais demander aux banques africaines de le faire, c'est possible, c'est une question de la taille du projet. Et les banques africaines sont plus flexibles que les banques européennes, parce que la taille des projets, et si c'est la taille plus petite pour les projets qui sont les moyens projets. Alors, ce que nous devons prendre en compte également, c'est la pression en matière de régulation sur les banques européennes et américaines ou le coût des capitaux quand ils examinent ce que vous venez de dire, comme les risques perçus très élevés, parce que si nous parlons des risques perçus, il y a de plus en plus de pression en termes de régulation, en termes de capitaux également, ce qui constitue des obstacles en ce qui concerne la capacité des banques étrangères à pouvoir intervenir sur le continent africain. Voilà que nous voyons de plus en plus de banques internationales qui se retirent du continent africain. Oui, vous avez parfaitement raison, mais je crois que l'appréciation n'est pas la bonne. C'est là où ils ont investi. En Russie, ils n'ont pas investi. En Afrique, pourquoi? CBD. Non, je crois qu'ici, nous sommes en train de parler des risques, n'est-ce pas? Parce que le fond du problème, c'est quoi? Ça tourne de l'allocation du risque
il n'y a pas un seul projet au monde qui n'a pas de risque. La question qui se pose est celle-ci. L'allocation de risque, c'est en faveur de qui? Et qui peut, au mieux, assurer ces risques? Et les panélistes l'ont dit un peu plus tôt. Alors, comment est-ce que nous pouvons atténuer le risque? Alors, si vous pensez au risque de construction, qui est mieux placé pour atténuer ces risques, que ce soit un contrat de financement, contrat EPC, qui va financer ces risques? Le gouvernement, qui doivent également intervenir au niveau des risques du cadre réglementaire, que cela soit en place également. Nous parlons de risques perçus, mais je crois également nous devons être assez clairs que nous avons financé beaucoup de projets sur ce continent. Et la raison pour laquelle ces projets ont marché, parce que nous avons réussi à faire l'allocation des risques à ceux qui sont à même de le faire. Donnez-nous un exemple. Africa 50, nous avons investi dans 400 MW, un projet de 400 MW de panneaux photovoltaïques en Égypte. La beauté, c'est que vous avez un projet qui sont des financiers de ce projet au niveau des fonds propres et les IFD également au niveau des fonds propres qui interviennent. Nous avons un projet qui est bien réfléchi du gouvernement égyptien. Nous avons le cadre réglementaire en place, les tarifs, vous comprenez ces tarifs également. Avec ça, vous êtes à mesure de pouvoir faire intervenir les financements de la dette à long terme. Ce que nous avons fait avec ces projets, en plus, c'est plusieurs années plus tard, nous avons pu refinancer les IFD. Et nous avons pu faire intervenir les investissements du secteur privé dans les obligations de projets verts. Donc 345 millions de dollars de bons d'obligations de projets verts. Mais en effet, à cause de la maturité, nous avons également eu des garanties de risque partiel, des instruments que nous utilisons au quotidien au niveau des couvertures d'assurance et également des garanties que nous pouvons utiliser pour pouvoir étendre la durée de repaiement. Et certaines de nos banques locales ne peuvent pas respecter ces maturités. Il est important que nous soyons clairs que les risques sont là. Comment est-ce que nous pouvons les atténuer et comment trouver les éléments d'atténuation pour nos projets? Et cela nous amène à la question suivante, parce qu'un des éléments sur lesquels nous devons intervenir, c'est que le gouvernement, que doit faire le gouvernement pour s'assurer que les investisseurs puissent avoir ce confort, que nous puissions traiter et atténuer ces risques perçus pour étendre la maturité de ces instruments dont nous parlons. J'ai aimé un aspect de votre exemple, l'Égypte. Nous avons une certaine clarté sur les impôts. Les tarifs sont définis. C'est ce que nous cherchons dans 5 ans, dans 10 ans. Que pouvons-nous faire? De par votre rôle à Africa 50, que pouvons-nous faire dans ce cadre spécifique? Il faut un environnement favorable. Si je donne des bons exemples, nous avons de grands projets solaires, je vais parler de projets solaires, ont bien réussi. C'est là où nous avons la capacité au niveau du gouvernement. Si je prends l'Afrique du Sud, et nous avons le projet IPP, cela a été clair. Alors, c'était un projet PPP, un programme PPP qui a été défini avec assez de capacité, ce qui est essentiel pour nos gouvernements, pour nous, en tant qu'investisseurs. J'ai besoin de savoir quels sont les projets prioritaires. On l'a dit un peu plus tôt, quels sont les projets prioritaires, quels sont vos programmes d'infrastructure. Nous voulons savoir pour que moi, en tant qu'investisseur, je puisse avoir une certaine clarté pour savoir, voilà ce que le gouvernement voudra réaliser comme projet. Cela également porte sur le cadre réglementaire. Ce n'est pas toujours le cadre PPP, mais qu'est-ce que je peux m'attendre à avoir comme investisseur à long terme sur ce marché? L'autre élément porte sur, on en a parlé, de la monnaie locale. Comment est-ce que nous pouvons débloquer les réformes des fonds de retraite pour pouvoir catalyser le capital au niveau des investisseurs institutionnels sur le marché. Alors, le gouvernement a besoin de pouvoir se départir d'investissements dans les projets. On l'a dit un peu plus tôt également aujourd'hui, il y a également des projets d'infrastructures sociaux à faible risque. Le gouvernement peut s'engager dans ces risques-là. Mais il faudrait que le gouvernement laisse la place au secteur privé de travailler avec eux pour exécuter des projets. Vous voulez intervenir là-dessus, Nelson? Oui, allez-y, allez-y. Elle a si bien dit, hein, les investisseurs à long terme sont préoccupés par le cadre réglementaire et le cadre juridique pour nous assurer que
Si nous faisons des investissements à long terme, rien ne se passera en termes, rien n'affectera la stabilité du pays. Cela est essentiel. L'autre point essentiel, et elle en a également fait mention, si les organes réglementaires doivent encourager le développement des marchés de capitaux en créant, en permettant aux investisseurs à long terme comme les fonds de pension et d'autres, afin que ces derniers soient en mesure de prendre une participation dans des projets à long terme. Par exemple, ce qui va aider à améliorer le niveau de liquidité et réduire la pression sur les prix. Tony, vous voulez intervenir là-dessus? Bring up in situations like this. Je pense que les gens ici ont déjà entendu ce dont on parle. Maintenant, si on veut un changement systémique, il faut qu'on travaille sur les piliers, sinon on ne peut pas changer la direction que les gens souhaitent. Donc, CPD a parlé du fait qu'il faut un environnement favorable et que le gouvernement doit créer. Mais pour moi, si on ne crée pas un système qui permet qu'il y ait un flux des capitaux de manière efficace, il y aura des coûts. Si on enlève les intérêts, c'est très difficile. Qu'importe l'expertise, le pouvoir intellectuel, l'expertise que vous avez, ça n'aidera pas beaucoup. Je n'ai jamais travaillé pour une organisation du gouvernement, j'ai toujours travaillé pour le secteur privé, mais je pense que le secteur privé va permettre de changer de paradigme pour ce qui est de l'infrastructure nécessaire, pour l'environnement, pour les politiques de durabilité. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes en tant qu'IFD, en tant que gouverneur. Pour moi, la question ici est de savoir est-ce que vous créez l'infrastructure systémique appropriée, pas une infrastructure physique, mais une infrastructure systémique pour ce qui est de l'imposition, de l'investissement transfrontalier, ou l'investissement transfrontalier. Voilà ce que j'ai à dire. Est-ce que vous pensez que le contexte macro qui existe avec la Covid, qui a fait que 30 millions d'Africains ont été poussés en dessous du seuil de pauvreté, est-ce que vous croyez que les assiettes fiscales qui ont été affaiblies, vous savez, nous parlons de manière générale, mais chaque pays a sa réalité. Maintenant, le gouvernement essaie de collecter les impôts autant que faire se peut, qu'importe l'assiette. Maintenant, la question de l'impôt sera un problème en 2023, même en 2024. Maintenant, l'environnement donne déjà une sorte de contrainte. Oui, c'est vrai, il y aura une contrainte. Vous savez, il y a une assiette de financement qui est déjà disponible, mais quand on voit au niveau basique, on ne va pas imprimer plus d'argent pour sortir du problème. D'où est-ce que le capital vient? La question, c'est le secteur privé. Est-ce que le secteur privé vient et s'il n'y a pas d'atténuation, ils ne seront pas autour de la table? Alors, il y a la promesse de comment résoudre ce problème. Il y a une collaboration qui doit avoir lieu. Comment faire en sorte que les gens soient prêts à déployer le capital en matière d'imposition? Ça ne va pas beaucoup aider l'infrastructure à résoudre le problème. Donc, si vous dites que l'argent ne peut pas venir du secteur du gouvernement ou des philanthropes, des donateurs, où est-ce que cet argent viendra? Donc, il vous parle également des PME, n'est-ce pas? Quand on voit la différenciation entre les PME d'Europe et les PME sur le continent, il y a un rapport de 70 à 30% ou 80 à 20%. Donc, les PME doivent essayer d'aider l'économie également. Maintenant, on doit penser
au prochain sujet de conversation, parce que les fonds propres, on en a besoin. On quitte les fonds, on arrive au paiement des employés et c'est ça qui va contribuer à l'économie et bâtir l'infrastructure. Donc maintenant, le capital dont vous avez besoin pour les projets d'infrastructure, c'est beaucoup plus que ce que vous croyez. On a besoin de la main-d'œuvre pour ce genre de projet. On a besoin de la main-d'œuvre venant de la Turquie, de la Chine pour faire des projets sur le continent. Mais si on forme les gens sur le terrain, ils feront le bon travail, pas les millions de dollars que vous déployez pour faire amener les gens sur le terrain. Ça va réduire les coûts. Donc, premièrement, le secteur privé, les PME, on doit les amener autour de la table pour s'occuper de quelques petits projets. Maintenant, est-ce qu'il y a les outils d'agrégation? Il faut trouver le moyen de pouvoir mettre tous les outils financiers ensemble et mettre en place un environnement de collaboration pour tous les acteurs. Tsebidi? Oui, je crois que le mot-clé dans ce qu'il dit, c'est la collaboration. Mais un domaine dans lequel nous n'avons pas parlé, c'est ce qui a à voir avec les fonds propres, mais précisément pour ce qui est de la gestion des actifs pour les fonds de retraite sur le continent. On a 2 trillions de dollars pour ce qui est de gestion de fonds entre les entreprises d'assurance et d'autres entreprises financières. Mais ce qui nous contraint souvent, c'est la législation pour ce qui est des politiques d'investissement. Alors, la question qui nous est posée en tant qu'institution Africa 50, c'est comment est-ce que nous allons travailler avec les investisseurs de notre institution sur le continent pour pouvoir débloquer ces 2 trillions de dollars. Je suppose qu'au milieu des MDA, vous avez eu ces genres de discussions. Il y a ces opportunités d'investissement, il y a des projets bancables, viables, prêts à démarrer, mais votre fonds de pension doit mettre des fonds à l'intérieur de ces projets. Qu'en pensez-vous? Je crois que les gens comprennent ce que c'est que l'infrastructure en tant que classe et on voit beaucoup plus d'intérêt en tant qu'Africa 50 et on essaie de lever des fonds pour accélérer l'infrastructure. Mais ce qui est important, l'intérêt que nous voyons pour ce fonds, c'est incroyable et précisément pour ce qui est des investisseurs africains. Alors je crois que je me rends compte que les gens sont prêts à voir l'infrastructure comme une classe et les politiques à suivre. Nous sommes venus à cette assise. Désolé, je perds mes mots, mais ce que je dis, c'est que AFIS est en train d'amener plusieurs fonds souverains pour avoir une seule plateforme pouvant permettre à tout un chacun de s'impliquer dans l'infrastructure. Donc, ensemble avec la BAD, on est venu ensemble pour se demander comment est-ce qu'on va travailler ensemble, comment rapprocher les membres de l'infrastructure financière pour qu'on puisse investir ensemble pour l'accélération du développement du continent. Oui, maintenant je vais poser une autre question. Comment est-ce que on met tous ces acteurs dans l'écosystème de financement pour qu'ils puissent collaborer parce qu'ils ont des incitations différentes. Par exemple, chez vous, vous focalisez sur la préservation du capital, vous voulez que l'argent soit disponible, voir les retours sur l'investissement. Donc, Tony, vous êtes une banque, donc vous voulez le plus de retours sur investissement possible. Et ce retour sur investissement, si vous n'avez pas au moins 10%, pourquoi est-ce que vous allez financer? Donc maintenant, comment faire que tous les acteurs collaborent autour de la même table? Je crois qu'il y a 2 moyens. Si vous mettez un PPP en place ou un projet d'investissement privé en Afrique pour ce qui est des hôpitaux, par exemple, premièrement, les IFD peuvent subventionner une partie de la dette pour aider les PPP à soutenir les hôpitaux privés parce que les hôpitaux privés ont un impact réel dans les pays.
C'est un exemple pour ce qui est du fait de bâtir des hôpitaux. Mais à part cela, j'ai la ferme conviction qu'il y a ce besoin crucial en Afrique qui est la question de la formation et de l'éducation. Pour ce qui est de l'infrastructure médicale, il y a un manque de médecins, de professionnels techniques, d'infirmières dans le monde entier, mais en particulier en Afrique. Mais alors, les IFD peuvent beaucoup aider à la promotion et à pourvoir le gouvernement afin que ce dernier puisse recruter plus de personnel médical. Mais attendez, le problème, c'est que les IFD, par définition, ils travaillent de manière très délibérée. Et ils ne cherchent pas à ils cherchent à mettre tous les points sur les i, les barres sur les t, vérifier euh, les réglementations, mais la question de la vélocité est très importante. Vous avez plus de 500 millions de personnes sur ce continent qui ne sont pas connectés à l'énergie verte. Donc, ils trouvent que cela est lent. C'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de la vitesse, les IFD sont relativement lents, les procédures. Je ne vais pas mentionner qui que ce soit, encore moins les contemporains, mais dans un pays comme le Burkina Faso, nous avons préfinancé plusieurs études pour un hôpital et après 2 ans, on a signé les documents et financé l'hôpital et on devait commencer à être opérationnel. Durant ce temps, l'IFD a commencé ce processus. Donc, il a fallu 3 ans pour que l'IFD commence le processus après qu'on ait fait au moins 3 types d'études, l'étude environnementale entre autres. Donc, la manière dont on fait les affaires, on prépare, on préfinance les choses, tous les variables sont prises en compte et on donne le financement. Mais aujourd'hui, le moyen le plus rapide pour respecter les exigences du gouvernement, c'est de prendre en compte tous les acteurs. Maintenant, pour les PPP et le côté environnemental, il y a la maintenance, il y a la formation. Et sur ce plan, je crois que les IFD ont un rôle majeur à jouer. Je vais revenir à vous, Tony. Attendez un peu. Maintenant, on veut que tout le monde autour de la table puisse participer. Maintenant, comment faire pour que tout le monde joue bien son rôle autour de la table? Je crois que tout le monde le fait déjà. Maintenant, on va commencer par la structure du capital et le type de capital requis. Alors, on parlait du cadre PPP. On a ceux qui donnent les fonds propres. On a les institutions comme Africa 50, les développeurs de projets qui couvrent la partie la plus risquée de la structure du capital pour pouvoir financer les études sur le terrain. Les 3 types d'ailleurs. Maintenant, il y a ceux qui pourvoient la dette et on a toute une panoplie d'acteurs comme les banques commerciales qui donnent l'aspect trade finance du projet, qui s'occupe aussi de la question de la devise locale. Maintenant, il y a ceux qui atténuent les risques, donc les garanties, les Afrexim, tous les autres acteurs s'occupent de la question de financement. Maintenant, la question, c'est d'apporter les gens dans le processus de manière le plus rapide possible. Donc à Africa 50, on veut s'assurer qu'on comprenne d'abord le cadre réglementaire, voir la capacité des perspectives et soutenir le gouvernement à partir de là. Maintenant, nous travaillons avec tout un chacun pour enlever les barrières possibles dans l'exécution du projet pour que le projet soit bancable. Donc, quand le projet est bancable, c'est seulement à cette condition que les IFD et les banques commerciales puissent
intervenir dans le projet. Donc avant cela, il y a plusieurs choses à prendre en compte avant d'arriver là-bas. Donc très tôt dans le processus, il faut amener plusieurs acteurs autour de la table. Maintenant, si vous avez des questions pour le panel, commencez à les écrire, s'il vous plaît. On viendra à vous très bientôt. Donc, Tony, je vous avais interrompu, à vous la parole. Merci, merci. Je vais commenter sur ce que la présidente oratrice dit. C'est vrai, les IFD sont lents, mais je crois après plus de 15 ans dans les institutions financières, je crois qu'il y a un message dans tout ce contexte. C'est c'est l'aspect compromis qui n'a pas été mentionné. Toutes ces transactions, on a le matériel qui a été envoyé avant ce panel. Il y a les 90% des projets en Afrique qui échouent. Et si on veut résoudre ces problèmes, il faut penser à la flexibilité, voir comment est-ce qu'on peut résoudre certains problèmes criards. Ce que je veux dire par là, c'est que les IFD ont la réputation d'être lents et les banques ont la réputation d'être rapides. Donc, si les banques peuvent être un peu plus euh, lents et que les institutions financières soient un peu plus rapides, je crois qu'on pourra trouver un bon équilibre. Et en Afrique, on essaie de prendre en compte plusieurs juridictions et donner aussi l'énergie renouvelable aux clients appropriés sur le continent. Donc, ça, il nous faut 6 mois pour avoir les garanties de crédit dont on a besoin. Mais là, ce qui se passe, c'est que le devoir, si la transaction ne marchera pas, il faut voir les mécanismes pour pouvoir résoudre ce problème de 6 mois d'écart qu'on a. Donc, il faut prendre en compte toutes les variables, parce que vous avez dit la question d'électrification en Afrique, il y a 600 millions de personnes qui ne sont pas connectées à l'infrastructure électrique en Afrique. Donc, ce que je pense, c'est qu'il est très important de penser à l'aspect de compromis. Amener toutes les parties autour de la table est très important, mais la question est de savoir s'ils veulent vraiment discuter, échanger pour trouver la solution la plus appropriée pour résoudre les problèmes du continent. Oui, oui, vous avez raison. J'ai vu quelques représentants de ces fonds de garantie à cet événement. J'espère qu'on pourra leur envoyer les feedbacks et les appliquer sur le marché en 2023. Je voulais poser une question à vous deux, puisque vous venez du secteur bancaire. La question de sécurisation, c'est pas très développé dans nos marchés des capitaux. Et si nous devons bâtir un marché de sécurisation, peut-être à Johannesburg, à Nairobi, à Lagos, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit le cas? La question de sécurisation, pour ce qui est des projets d'infrastructure, je ne crois pas que nous en sommes là. Je l'ai dit plus tôt. Je crois au fait que ce marché doit être encore plus sûr, un peu plus liquide, pour avoir des produits comme la sécurisation et être capable de les distribuer aux investisseurs. Donc, en Afrique, on voit les différents marchés. Ils peuvent prendre en compte des variables. Je ne suis pas très familier avec ces marchés, mais les marchés où on intervient en Afrique australe comme le Madagascar. Mais il y a une chose dont vous parlez qui est très importante dans ce financement mixte, c'est la coordination qui coordonne quoi. Il y a plusieurs acteurs, des IFD, des banques, on parle des investisseurs financiers, les acteurs du privé, et la personne qui coordonne est très importante pour
soutenir ce type de financement. Et je pense que les banques ont un rôle majeur à jouer pour ce qui est de la coordination du secteur privé avec les IFD évidemment. Et je crois que c'est notre rôle de prendre ces risques. Ce n'est pas le rôle des investisseurs type qui ne devraient pas jouer ce rôle, si vous me permettez de le dire ainsi. Si on est capable d'analyser, atténuer les risques, on doit être en mesure de partager ces risques avec les autres investisseurs qui ont une appétence de ces risques. Alors, Tony, à vous, juste pour référence, la question de titrisation, je crois qu'on a un pool de bonds disponibles pour le marché des capitaux, mais je crois que on a besoin de pipeline, de liquidité, on a besoin de la diversification afin que lorsque on se met dans ces projets-là, on puisse avoir des retours. Mais il y a des solutions réalistes pour ce qui est du capital et des projets d'infrastructure qui doivent être financés sur le continent sans avoir appel à titrisation. C'est plus dur qu'on ne le croit, comme on le met sur papier. Essayer de voir comment est-ce qu'on va atténuer les risques. On ne peut pas impliquer les IFD et enlever certains risques de capitaux. Il y a des aspects plus compliqués qui fait qu'on pousse les risques dans la mauvaise direction. Je crois que c'est une idée fantastique pour l'avenir, mais c'est beaucoup trop tôt pour le continent. Parce que quand je vois les deals sur le continent, on doit essayer de prendre en compte ces volets-là à l'avenir si on veut s'impliquer dans le marché des capitaux. Oui, en termes de titrisation, c'est vrai, vous avez raison de dire qu'on doit atténuer ces risques, mais je crois également que l'Afrique de l'Ouest a un avantage en matière des risques actuels. Deuxièmement, on est en train de bâtir un projet de dette de fonds propres à Ellipse et en France, par exemple, on est prêt à assurer les CAPEX des DO qui a un avantage. Je ne sais pas si les autres pays optent pour cela, mais je crois que la majeure partie demande 20% de fonds propres et 80% de dette ou vice-versa. Mais ils sont prêts à assurer l'aspect dette du projet. Donc c'est un moyen également pour atténuer les risques de l'investissement privé. Simili, j'aimerais parler encore de titrisation. Il n'y en a pas eu beaucoup sur le marché africain, mais il y a un marché assez actif en Afrique du Sud. En tant qu'Africa 50, nous participons dans l'un des premières titrisations des banques pour la BAD, 1 milliard de dollars en matière de titrisation. Et nous avons travaillé avec 9 groupes d'investissement. On était en mesure d'apporter plusieurs finances sur la question et la BAD va prendre une certaine partie et les investisseurs aussi. Donc l'opportunité y est. On voit cela de la perspective de Africa 50 en voyant les banques commerciales, en voyant les banques régionales de développement pour essayer de voir spécialement quel est le besoin pour qu'il y ait des situations qui permettent d'investir dans l'infrastructure. Donc, on essaie de voir plusieurs variables. Ce dont on n'a pas parlé, c'est le marché des capitaux. Premièrement, c'est pour avoir des financements moins chers en matière de devises. Et on a vu plusieurs en Afrique du Sud, on a vu cela en Égypte, mais comment est-ce que
Ça peut être disséminé un peu partout. Et je crois qu'on a des panélistes qui viendront plus tard pour s'assurer qu'on puisse avoir le marché des capitaux locaux impliqués sur le continent. Donc maintenant, je vais permettre à l'auditoire de poser des questions. J'espère qu'il y a des micros disponibles. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, levez la main et puis on vous apportera un micro. Alors, le monsieur derrière, il y a un micro qui vient à vous. Donnez-nous votre nom, pour qui vous travaillez et vos commentaires, votre question. Mais soyez bref, s'il vous plaît. Merci, je m'appelle Aboubakar Fall. Je suis juriste euh, d'origine. Je viens du Sénégal et je suis conseiller à la BAD. Donc, ma question a à voir avec le financement des risques ou bien comment est-ce qu'on va mobiliser des devises locales pour financer les infrastructures en Afrique. Et j'aimerais savoir comment percevez-vous les nouveaux PAPS venant d'Afreximbank et que pensez-vous des nouveaux outils? Quel rôle est-ce que ces outils peuvent jouer en matière de mobilisation des financements des devises locaux? Merci. Donc les questions sont sur le PAPS, le système de paiement panafricain. Oui, le monsieur à ma droite, s'il vous plaît, levez-vous et on vous apporte un micro. Allez-y. Bonjour, panel très intéressant, thème très intéressant. Je m'appelle Doromo Iba, président fondateur du groupe Lasso, un conseiller financier au Gabon, Afrique centrale. Alors, il y a des niveaux pour ce qui est de ce jeu. Vous avez certainement des informations auxquelles nous n'avons pas accès. Tony a parlé de l'importance du secteur privé pour le développement durable des pays. Le gouvernement, bien sûr, joue un rôle prépondérant. Mais si on prend l'exemple des États-Unis, que je maîtrise ne serait-ce qu'un tantinet, une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités et il y a un flux des capitaux. Et les entreprises influencent les politiques. Je parle de bonnes politiques d'ailleurs. Alors, est-ce que vous croyez que de grandes coopérations, de grandes entreprises ont la responsabilité de vous aider à vous intéresser à nous en influençant les questions de réglementation ou développer une sorte de nouveau système de financement sur le court ou sur le long terme? Merci. Ok, merci. La question sur le système de paiement panafricain, le PAPS, comment est-ce qu'on peut mobiliser les capitaux locaux, TBD? Vous avez quelque chose à dire? Je crois que le PAPS aide à rendre les paiements transfrontaliers plus efficaces. Donc, tout ce qui concerne les paiements ou les processus de paiement, ça va permettre à les accélérer. Donc, ça permettrait à un Kenyan d'investir au Cameroun ou au Togo. Une institution sud-africaine pourra effectuer des paiements pour des projets de commerce dans un autre pays sans avoir à faire appel au dollar. Donc, je suis très content pour ce développement, pour ce qui est de la réalité du continent. Donc, Tony, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour tirer des décisions en notre faveur? Donc, Tony, à vous la parole.
Merci de la question. Vous savez, ce n'est pas, on n'a pas besoin de tant de choses pour ce qui est des pays africains. Ce que j'ai à dire, c'est qu'on a d'abord assez d'outils disponibles qui peuvent nous aider à faire beaucoup de choses. Maintenant, la question à voir avec le système. Ici, on est en train de parler du déficit infrastructurel et on a besoin de voir comment faciliter le flux de trésorerie sur le continent. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas très bien ces outils, comment est-ce qu'on postule pour ces outils, pourquoi est-ce que c'est disponible, la compétitivité des retours sur investissement. Les gens veulent avoir le plus de retours sur investissement possible. Il y a donc ils cherchent des opportunités ailleurs. Donc maintenant, la question, une des plus grandes choses qui pourrait aider les institutions comme les banques ou les grands investisseurs, c'est l'agrégation. Quelqu'un a parlé de la titrisation, c'est une question par le passé. On a besoin de pouvoir agréger les petites opportunités d'investissement et essayer d'investir lorsqu'il y a de grandes opportunités. Donc, on va essayer d'agréger les projets d'investissement. Je crois que ça aura des effets en matière de conversation. Je ne sais pas si ça sera traduit en action, mais je l'espère vraiment. J'espère qu'on aura des dialogues et on pourra discuter ensemble pour voir ce que le secteur privé peut faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? On a encore quelques secondes avant le prochain panel. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Oui, du Gabon, vous voulez faire ajouter, poser une autre question, allez-y. This one should be very quick. Pour évaluer les risques, il y a d'autres institutions publiques dans les pays qui ont plus de connaissances en matière d'investissement, de financement. Alors, qu'avez-vous fait, vous, quand vous allez dans ces pays, encore une fois, à l'exception des discussions avec le ministère de l'économie et des finances, quelle autre activité? Est-ce que c'est une question que vous posez à la banque? N'importe qui? Pour y répondre rapidement, la première présentation du pays, c'est au niveau du secteur privé. Si c'est un projet d'infrastructure, on va parler à ceux qui sont les porteurs de ces projets et au niveau de l'expertise locale à comprendre pour voir comment nous pouvons travailler avec le gouvernement. Nous parlons ici des grandes banques occidentales dont on fait beaucoup attention au niveau d'interaction avec le gouvernement. On fait beaucoup attention pour éviter les questions de lobbying et également l'exposition politique. Donc, généralement, nous n'avons pas de discussion de manière détaillée avec le gouvernement, à l'exception du ministère des Finances, et voir les instruments, par exemple, si c'est des rebonds que nous voulons utiliser pour le financement. Je veux juste ajouter un élément. Partout où nous sommes impliqués dans les activités de financement, nous devons nous assurer que toutes les études pertinentes soient réalisées. S'il y a des bureaux au niveau local dans les pays qui sont experts également et qui peuvent également réaliser ces études, bien entendu, nous avons besoin d'avoir le point de vue de ceux qui sont sur le marché local afin de pouvoir évaluer le risque de manière plus attentionnée, plus spécifique. Il faut faire la distinction entre le financement de l'exportation, le financement de projets. Pour l'exportation, toutes nos analyses sont fondées sur ce que nous avons déjà dit, c'est-à-dire l'économie locale et notre connaissance du pays. Et ça, c'est premièrement, nous avons l'environnement macro et les informations données par la Banque mondiale, le FMI et toutes ces institutions internationales également. Et nous avons notre propre base de données que nous exploitons également. Mais après cela, et c'est une question de la souveraineté du gouvernement. Donc la discussion avec le ministère
des finances, cela est essentiel. Et nous avons également toutes ces données que je viens de mentionner. Alors, par rapport au PPP et le financement de projets, c'est plus compliqué parce que là, vous avez besoin d'avoir votre propre plan d'affaires, au business plan. Tout est fondé sur votre plan d'affaires, comment vous pouvez atténuer le risque, comment vous pouvez trouver également, comment vous pouvez rendre cette activité rentable dans le pays. Alors ici, la discussion se fait au niveau du gouvernement. C'est une discussion qui est importante, mais ce n'est pas l'élément crucial. Ce qui est crucial, c'est ce que vous avez comme appréciation du pays, la connaissance du pays et également tout ce qui est comme stratégie de marketing que vous allez déployer pour exécuter votre business plan. CBT, vous voulez intervenir? Je crois que la dernière question, la collaboration avec le gouvernement, la nature des infrastructures, c'est que vous devez collaborer avec le gouvernement d'une manière ou d'une autre. Alors, pour certains d'entre nous qui ont des projets d'infrastructure à grande échelle, où je travaille actuellement avec le gouvernement kenyan pour l'exécution d'un projet de première ligne de transmission dans le cadre d'un contrat PPP. Ça veut dire quoi? Nous, en tant qu'Africa 50, avec nos partenaires, les partenaires techniques, Power Grid de l'Inde, nous avons une certaine compréhension pour travailler avec le gouvernement pour voir quelles sont les lignes qui sont essentielles. Alors, où est-ce que vous voulez faire la transmission, le transport d'électricité? Quels sont les points à considérer? Et vous devez contacter le ministère chargé des questions du foncier. Vous devez traiter avec le gouvernement pour comprendre qui sont, vont racheter les sociétés de rachat. Vous avez plusieurs acteurs. Vous avez plusieurs licences également à obtenir. Quelle que soit l'institution chargée de vous octroyer la licence, vous devez collaborer avec ces dernières, discuter de l'avantage du projet, comprendre qui va supporter quel risque tout au long du cycle de vie du projet. Speedy, Africa 50, merci beaucoup. C'est sur cette note fantastique, nous devons collaborer avec le gouvernement de manière détaillée. Mesdames et messieurs, un banc pour les panélistes, s'il vous plaît. Alors, nous allons passer à l'étape suivante de cette discussion. Nous allons accueillir Nick Nesbitt. Authority over Kenya is joining us as chair of our session. So, Nick, you've been... Nicky, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt la 45 dernières minutes de discussion que nous avons eues. Le financement des infrastructures, financement mixte. Nous avons un grand sujet quand nous discutons ces points-là. Quelle est votre impression de cette discussion que nous allons avoir? Alors, c'est des personnes très intelligentes, je dois dire. Alors, ils connaissent bien leur métier. Alors, je pense que le défi auquel nous sommes confrontés en Afrique, c'est de voir comment nous pouvons développer les infrastructures et veiller à ce que cela puisse se faire rapidement. Et les pays qui sont développés après la Seconde Guerre mondiale ont eu une approche pour pouvoir se bâtir. Investissement dans l'infrastructure, les routes, que ce soit les gazoducs, les pipelines et également les infrastructures d'électricité. Vous voyez l'effet. Ça permet au secteur privé de pouvoir connaître une floraison au Japon, aux États-Unis. Alors, le défi que nous avons ici au Kenya, c'est très difficile pour que le secteur privé puisse connaître cette éclosion au Ghana, au Tchad, partout sur le continent africain, parce que nous manquons des fondamentaux dont nous avons discuté tout à l'heure. La question qui se pose alors, celle-ci, par les panélistes, et qu'on doit continuer, à réfléchir, c'est la question essentielle. Comment veiller à ce que nous puissions trouver des moyens rapides pour pouvoir doper l'investissement des infrastructures en Afrique. Vous êtes le président de CMA, vous voyez les transactions, les portefeuilles, quels sont les risques acceptables, quels sont les risques qui ne sont pas acceptables par rapport à l'Afrique de l'Est et le Kenya de manière spécifique. Nous sommes en train de rentrer dans le prix de crédit
également qui sont revus en 2023. 2022 a été une année difficile pour la mobilisation des capitaux. Que direz-vous des flux de capitaux actuellement sur le continent? Alors, vous voyez, vous avez raison. Cela a été difficile au cours des dernières années, juste après la pandémie, jusqu'au niveau des conflits au niveau international. On a vu des superpuissances qui sont en train de sortir leurs muscles, que ce soit en Asie ou ailleurs. Donc je crois que nous sommes en train de rentrer dans une période d'incertitude sur le plan économique. Ainsi, avec les quelques derniers mois aux États-Unis qui attirent beaucoup de capitaux au niveau de leur pays. Et ce que nous avons également constaté, c'est que plusieurs personnes sont en train de faire déplacer l'argent liquide. Nous pouvons voir la valorisation des entreprises de Nasdaq et des bourses de valeur avec des trillions de dollars qui ont été balayés. Nous avons des grands comme Amazon, Google. Ceci est dû à quoi? Parce que les gens ne se sentent pas en sécurité. L'insécurité dans le monde développé actuellement, ce qui les rend de plus en plus incertains par rapport aux pays en développement. Vous comprenez que cela s'est traduit dans le fait ceux qui ont de l'argent ont déplacé l'argent vers des zones où ils se sentent plus en sécurité. Nous avons vu comme conséquence un flux important de capitaux sortis du Kenya. 2-3 dernières années, près de 600 millions de dollars sont sortis de Nairobi, de la bourse de valeur de Nairobi. Un grand pourcentage de ceux qui sont les propriétaires sont les étrangers au niveau de la Nairobi Stock Exchange, la bourse de valeur de Nairobi. Alors, la tendance est que les grands les propriétaires sont des locaux et ceux qui font le grand chiffre d'affaires sont des étrangers. Donc, les actionnaires locaux sont là, mais les étrangers qui font l'activité, le mouvement. Nous voyons des sorties de fonds. Alors, nous savons que les 4-5 raisons pour lesquelles cela se fait ainsi, il y a la dévaluation de la monnaie. 1 million de dollars, ce n'est plus le cas. Ce que, en Chine, aujourd'hui, vous voyez des défis par rapport au taux d'intérêt. Nous voyons des défis également au niveau des prix des produits de base, le prix de l'électricité également. Tout dépend de ce contexte-là. Au fil des ans à venir, à 2 ans, quelques années avant, on n'a pas, c'est pas vraiment optimiste, mais cependant, ce que je suis en train de voir, je vois un changement important qui est sur le point au Kenya. Je ne vais pas commenter sur l'Afrique de l'Est actuellement parce que mon rôle au cours de l'année dernière, c'est d'être le président de l'autorité de marché de capitaux et également pendant 4 ans avant cela, j'étais président du secteur privé au Kenya et j'étais président également du Conseil des affaires de l'Afrique de l'Est. Alors, ça, je représente le point de vue, le point de vue de l'Afrique de l'Est. Et nous avons beaucoup de choses que nous avons eu à faire pour pouvoir intégrer la RDC en Afrique de l'Est, le Soudan du Sud. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour l'intégration de l'Éthiopie, pour créer une zone économique très forte. Mais le vent de changement que je suis en train de voir au niveau du nouveau gouvernement du Kenya, le président du Kenya, le président Ruto, avant sa prestation de serment, a appelé la bourse de valeur de Nairobi et le marché de capital le rencontrer. Et 2-3 semaines plus tard, il a prêté serment. Il est venu à la bourse de valeur de Nairobi. Il a passé près de 3 heures pour discuter avec le secteur privé et avec celui qui sont officiels, de ceux qui sont membres de son gouvernement. Ce qu'il faisait en fait, c'est de pouvoir taper sur ce tam-tam que nous devons utiliser le marché de capitaux pour raisonner, pour faire résonner ce message, pour pouvoir créer de la richesse au Kenya. C'était associant ce message. La question suivante que je vais vous poser, c'était des points soulevés lors de la discussion, c'était les règles. Nous voulons dire que nous voulons plus de personnes qui viennent sur le marché, plus d'argent institutionnel pour venir sur le marché africain. Il y a des travaux qui ont été réalisés pour convaincre les fonds de pension au niveau local de pouvoir libérer un peu les fonds. Vous pouvez investir vos fonds dans la prise de participation avec des actifs moins risqués. De votre point de vue, en tant que régulateur du marché, alors que devons-nous faire davantage pour avoir le flux de capitaux sur le continent? Il y a beaucoup de choses que nous sommes appelés à faire. Il est bien vrai que nous sommes là. Nous avons, pendant plusieurs années, en Afrique de l'Est,
Et nous avons exécuté un projet avec la Banque mondiale, la facilité des affaires. Et tout porte sur ce que nous disons. Tony avait dit ça. On a besoin de faciliter la tâche aux entreprises et qu'on soit un peu plus prévisible et être prévisible également. Alors, ce qui se passe, c'est que le président, quand il était venu à la Bourse des valeurs, quand on a ouvert les activités, alors il a eu le Fonds de sécurité sociale qui a dit qu'il a rencontré le directeur. Il a dit si les règles et les règles sont revues, sont corrigées, il pourrait financer notre projet de chemin de fer qui coûte 3-4 milliards de dollars. Il pourrait financer ça, c'est le fonds de pension. Et également la route express de Nairobi. Alors, et il a eu un rendez-vous à 14h30 au palais présidentiel le jour suivant. Avant cela, il y a beaucoup de travaux que nous avons au niveau de Social Security Fund et pour pouvoir assurer et donner des exemples concrets au président que si il veut assurer le changement, cela lui permettra de pouvoir investir davantage dans le pays, avoir plus de flexibilité en termes de ce que les gens peuvent contribuer au niveau de la caisse de sécurité nationale au niveau du Kenya. L'obligation, c'est que si j'investis, la caisse de sécurité nationale également peut dégager des fonds, investir dans le pays. Oui, c'est ça la possibilité. L'une des attentes également, ou bien l'une de nos prières, c'est que la caisse de sécurité sociale puisse investir dans la prise de participation ou bien le capital risque qui sont régulés par le marché de capitaux. Ceci va nous permettre de pouvoir débloquer assez de fonds. Cela nous permettra également de pouvoir aider les entreprises à avoir des financements complémentaires et un mode public-privé. Et ceci nous permettra également et permettra bien entendu au fonds de pension de pouvoir entrer en partenariat avec les IFD dont on a parlé aujourd'hui. Ce qui voudra dire que le financement mixte dont on a discuté, on peut réduire le risque grâce à ces financements parce que nous avons du capital local qui sera injecté également dans ce financement. Et je crois que Pédi l'a dit, ce qui nous rendra la tâche maintenant possible. Avant de vous poser la dernière question, comment est-ce que vous abordez la question de l'innovation et la question du risque? L'innovation, le risque. Un exemple que j'aime donner très souvent, c'est notre premier projet au Kenya pour que on amène les gens à acheter les obligations grâce à leur téléphone mobile, l'achat des obligations, les petits acteurs qu'on puisse intégrer dans le marché de capitaux. Alors, comment est-ce que nous pouvons capter tous ces fonds et les intégrer dans le marché des capitaux? Mais les grands régulateurs font beaucoup attention à ouvrir les vannes au niveau des risques de marché. Comment est-ce que nous pouvons parvenir à avoir l'équilibre à ce niveau? Il y a beaucoup de choses dans votre question. Quand j'ai été nommé, le jour qui a suivi, j'ai fini mon mandat en tant que président du secteur privé. Et j'ai demandé au président, et j'ai fait beaucoup de choses pour construire cette nation, et je l'ai fait gratuitement. Alors, maintenant, ce qu'on m'avait dit, c'est que innover, innover, innover. Créer la richesse pour ceux qui sont en bas de la pyramide, créer le financement et permettre aux Kenyans d'avoir de grandes entreprises qui vont aller à l'international. Ce que ça veut dire pour moi en tant que régulateur actuellement, c'est que j'ai amené dans ce rôle une certaine appréciation d'être une entreprise également. Je suis également entrepreneur qui cherche à lever des fonds. Et ce qui est plus frustrant à quelqu'un qui lève les fonds, c'est la durée pour lever les fonds des grandes entreprises, le temps qu'il faut. Quand vous avez la taille de transactions importante, alors nous voulons accélérer rapidement, accélérer toutes choses. Le marché des capitaux, nous voulons réduire les barrières pour les entreprises qui puissent entrer sur la bourse des valeurs, réduire les barrières pour ceux qui sont déjà en bourse également. Du point de vue de la demande, quand on pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour que le public puisse investir de plus en plus. Alors, avant la réunion de la bourse de valeurs de Nairobi, on nous avait invité à la présidence. Le président, il a utilisé, et il était très attentif à nous, il voulait comprendre certaines choses. Il a dit que si je devais inviter le public demain, et ils investissent, et il y a une perte de la valeur
de la bourse de valeur, nous allons les perdre à jamais. Alors le président demande, est-ce que nous pouvons trouver des instruments, quels que soient les instruments dérivatifs, des assurances qui peuvent protéger les petits investisseurs de déclin majeur de la bourse de valeur. Alors, il nous a demandé de trouver des solutions à cela. On parle également, j'ai eu un message que le président doit venir le 15 décembre pour lancer un programme d'actifs au niveau du Conseil des routes du Kenya. Ce sera le 15 décembre. Alors, cet enthousiasme qu'il a démontré, qui veut 5 entreprises étatiques qui soient à la bourse de valeur de Nairobi l'année prochaine, c'est ça l'objectif du président, et y compris le conseil des routes et d'autres conseils mis en place pour pouvoir générer des intérêts dans le marché des capitaux. Alors, nous avons une offre publique d'achat en 2008. C'était Safaricom, comme offre publique d'achat. Alors, voilà la question au niveau du comité de privatisation. Que faisiez-vous pendant tout ce temps? Et pourquoi on vous paie le salaire? Alors quand vous posez la question, quelles sont mes perspectives pour l'année prochaine? Cette question, je puis dire que malgré le ralentissement au niveau mondial, étant un entrepreneur et un leader, vous devez toujours être optimiste. Je suis optimiste à propos des discussions que nous sommes en train d'avoir au Kenya, que les effets de ricochet que cela aura en Afrique de l'Est, les effets dominos que ça aura également en RDC, et sur les potentialités d'investissement que nous avons dans notre région. Et je crois que ces potentialités d'investissement, telles que nous avons les potentialités de l'industrie manufacturière, cela va devenir une réalité pour que nous ne dépendions pas des investisseurs étrangers qui viennent nous soutenir, mais également nous allons investir de plus en plus pour créer des opportunités pour les investisseurs locaux. Il y a assez de capitaux disponibles, mais les taxes sont importantes et je crois que le marché des capitaux doit régler ce problème également, des taxes également, pour attirer l'investissement au niveau des instruments que nous sommes en train d'offrir. Je vois que les membres du panel sont là pour le panel suivant. Donc, on va s'arrêter ici. Pour tous ceux qui viendront ici, ne partez pas. Suivez la discussion suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci, cher public, pour votre temps et l'attention.